rendez-vous le 12 et le 13 juillet au Palais des Congrès à Arcachon pour le 2e congrès C'est quoi le bonheur pour vous ? Au programme, 10 conférences passionnantes, 30 stands et 8 ateliers participatifs autour du bonheur, de la gratitude, de la connaissance de soi et de l'amour. Si vous souhaitez prendre votre place, ne tardez pas, rendez-vous sur le site du congrès C'est quoi le bonheur pour vous ? À très vite les amis. Le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien là où vous êtes. Mais moi ça va très bien, j'ai passé un bon week-end, on est d'ailleurs le lundi de Pâques aujourd'hui, donc je vous souhaite un bon lundi de Pâques. J'espère que vous avez passé un bon week-end chocolaté, comme on dit. Moi en tout cas je me suis régalé. Hier il faisait très très beau ici à Montpellier, donc j'en ai profité pour aller à la plage, ça fait un bien fou. Ah là là, quelle chance, est-ce qu'on était en train de se dire avec Albine, quelle chance quand même d'habiter ici dans le sud. On a vraiment une météo, un environnement qui est assez exceptionnel. Moi qui ai habité pendant 34 ans à Paris, je peux vous dire que là, depuis 12 ans que je suis ici, le soleil fait vraiment très nettement la différence. Alors aujourd'hui, on se retrouve autour de Compostelle avec Albine. Ça va être très sympa parce que, vous le savez, vous me suivez sur les réseaux. Je voyage beaucoup, je fais beaucoup de randonnées, notamment beaucoup de randonnées aussi sur Compostelle. J'accompagne des groupes maintenant aussi sur Compostelle et c'est vraiment un chemin qui est très particulier. Et Albine va nous partager son histoire. On se retrouve aussi autour du congrès. C'est quoi le bonheur pour vous ? Très important parce que les places partent vite. Je reçois des mails et des messages sur les réseaux sociaux pour me dire s'il reste des places. Donc, il reste des places. Il en reste maintenant peut-être 150 sur 500. Donc, si vous voulez venir, c'est le 12 et le 13 juillet au Palais des Congrès à Arcachon. C'est un moment qui est vraiment magique et festif. C'est une belle reconnexion avec soi. C'est une belle connexion avec les autres. Ça fait du bien de se retrouver avec des gens qui partagent les mêmes valeurs que nous, qui sont un peu comme nous. C'est chouette aussi de se retrouver au mois de juillet parce qu'il fait beau, il fait chaud. Le Palais des Congrès est juste en face de la plage, donc on peut aller se baigner pendant les pauses. Et le congrès, c'est quoi le bonheur pour vous ? C'est 10 conférences participatives. Donc chaque conférencier va faire en sorte de faire vivre des expériences. Parmi eux, on retrouve Arnaud Rioux, peut-être que vous devez connaître. Il y a aussi 30 exposants et 8 ateliers participatifs, pareil, pour que vous puissiez vivre des expériences. Parce que je pars du principe qu'on apprend mieux en descendant l'expérience dans le corps plutôt qu'en le laissant dans notre cerveau, tout simplement. Je vais vous montrer une petite vidéo qu'on avait réalisée en 2023. C'était notre première édition du congrès C'est quoi le bonheur pour vous ? Et on se retrouve tout de suite après avec Albine. Tout d'un coup, on rentre dans une salle où il y a beaucoup d'enthousiasme, où c'est joyeux. Je pense qu'on a tendance à se défendre de nos peurs plutôt que les accepter, leur faire de la place et les affronter. Parce qu'on a une vie trop sédentaire. Donc on est tous sur des rails, on nous dit voilà, c'est tout droit. Il faut que les gens osent faire des pas de côté. Le bonheur pour moi, c'est l'alignement. On grandit dans un environnement qui nous apprend à être d'une certaine manière pour pouvoir être aimé. Généralement, on met un masque pour correspondre à notre environnement immédiat. On va essayer de comprendre ce qui se cache derrière ce cœur et comment dans votre quotidien vous pouvez vivre plus pleinement avec un cœur plus éveillé. Comment on peut influencer sa santé, sa vitalité et son amour. Qui sommes-nous ? C'est pas évident de répondre à cette question. Je crois que le bonheur, il va au-delà de soi. Si on veut s'inscrire dans cette vie avec le plus d'épanouissement possible, ce qu'il nous faut, c'est l'amour. Comment vous vous sentez, Arcachon ? Je pense que le bonheur, il est juste là. Tout reprend du sens. C'est juste ça. Et oui, Laurent Gounel le disait en 2023, c'est pas facile de répondre à cette question. C'est quoi le bonheur pour vous ? Si vous le saviez pas, d'ailleurs, j'ai réalisé un film qui s'appelle C'est quoi le bonheur pour vous ? Vous pouvez le trouver sur YouTube maintenant. Il est sorti en 2017, donc ça fait déjà 8 ans. Vous êtes plus de 2 millions de personnes à l'avoir vu. Et j'ai interviewé 1500 personnes dans 25 pays. Je leur ai posé cette unique question, c'est quoi le bonheur pour vous ? Je vais faire apparaître Albine tout de suite. Coucou Albine. Coucou Julien. Ça va ?
Très bien, en pleine forme avec le soleil aujourd'hui. Ouais, parce on est de la même région. C'est ça. On est les mêmes privilégiés. Exactement, ouais. C'est ce qu'on se disait en off, en fait. On se disait qu'on avait vraiment de la chance d'habiter dans ce coin. C'est ça. Alors, Albine, 1 heure, ça passe très vite, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais te laisser te présenter pour qu'on sache qui tu es, que fais-tu, dis-nous tout. D'accord. Alors, je suis donc Albine, je suis sur la région de Montpellier depuis maintenant presque 36 ans. J'ai eu plusieurs vies dans ma vie. Je suis un petit peu comme les chats. Il faudrait d'ailleurs que j'envisage de les compter pour me méfier. Il paraît que ça s'arrête à 7. Et entre autres, j'ai passé un certain nombre d'années à travailler dans le soin. J'ai toujours été en fait très proche des autres, toujours cette idée de vouloir aider, de vouloir soigner, de vouloir tendre la main. Et ça a eu énormément de sens pour moi pendant un long moment de ma vie, à tel point que j'ai décidé également de me former en hypnose. Donc au départ, c'était vraiment pour l'inclure dans ma profession d'assistante dentaire que j'étais à l'époque, pour vraiment aller donner un sens encore plus proche et plus humain à ma profession. Et en fait, ça a été, j'ai envie de dire, le début du commencement d'une nouvelle vie. Cette décision, en fait, a pesé lourd dans mon job, parce que ça n'a pas plu du tout à mon employeur, en fait, à l'époque. Et donc, en 2022, tout explose dans ma vie professionnelle. Après 12 ans, en fait, de bons et loyaux services au sein de ce cabinet, beaucoup de concessions, beaucoup d'oubli et d'abnégation de mes valeurs, je me fais purement et simplement licencier. Donc sur le moment, pour moi, ça a été vraiment quelque chose de terrifiant en fait, parce que j'étais seule à l'époque, j'avais mes 2 enfants qui étaient partis, mais j'avais le crédit de mon appartement, donc toute mon idée de sécurité d'un coup s'est complètement écroulée. Donc vraiment à l'annonce de ce licenciement, j'ai vraiment eu l'impression de tomber dans le vide en fait pendant 48 heures. Ça a été très effrayant. Et je me souviens qu'à ce moment-là, j'ai appelé ma petite sœur, parce que j'étais vraiment en panique totale, et elle a eu juste cette phrase de me dire: écoute Bichette, ne t'inquiète pas, pour l'instant c'est effrayant pour toi, mais rassure-toi, il y a quelque chose qui t'attend et ça peut être quelque chose de formidable. Et effectivement, il y a quelque chose qui m'attendait et qui est revenu me chercher, et ça a été le chemin de Saint-Jacques. Donc en fait, c'était un rêve que j'avais depuis toujours. Je serais incapable de dire à quel moment il est né, pourquoi, comment, parce que dans ma famille, je n'avais pas forcément de marcheurs ni de grands croyants, mais en tout cas, c'était toujours là, en idée, derrière. J'ai rencontré mon ex-belle-mère qui avait fait le chemin, un patient qui était devenu un ami, enfin des gens qui m'avaient énormément marqué dans cette transformation à travers cette marche. Et je me suis dit, c'est là, c'est le moment, c'est maintenant. Donc, j'ai eu la chance, en fait, en 2022, de pouvoir partir toute seule. Au départ, j'ai décidé de partir juste pour me retrouver sur ce chemin. Et finalement, ce voyage a duré 2 mois et j'ai parcouru 1600 km toute seule sur les chemins de Saint-Jacques. Waouh! Alors, j'ai tellement de questions parce que tu sais, alors la première là qui me vient à l'esprit, c'est qu'il y a quand même beaucoup de femmes, notamment, je précise, qui ont peur de voyager seules pour X raisons. Alors, pas forcément sur Compostelle, de manière très, très globale et générale. Même si moi, dans mes voyages, je rencontre énormément de femmes qui voyagent seules, bien évidemment, mais dans notre inconscient collectif, ça fait peur. Est-ce que toi, tu faisais partie des personnes qui avaient peur, justement, en tant que femme, avant de partir, ouais? Alors, au départ, avant Compostelle, en fait, j'ai depuis longtemps aimé la marche. C'était vraiment quelque chose qui me passionnait. Et au départ, comme beaucoup de femmes, j'étais persuadée qu'une femme ne pouvait pas marcher seule, qu'elle était forcément en danger, qu'elle avait forcément besoin de la présence bienveillante d'un homme auprès d'elle pour pouvoir marcher. Donc, c'était très, très confortable tant que j'avais un compagnon auprès de moi. Donc, j'ai fait de très jolies randonnées accompagnées, dont le GR20, voilà, des choses très mythiques. Mais j'avais toujours cette impression que seule, je ne pourrais pas y aller. Et puis, j'ai commencé
petit à petit à prendre confiance en moi, à me dire de toute façon, ça se tente, ça s'essaye. Donc, j'ai tenté quelques premières randonnées dans les Pyrénées toute seule, qui se sont très bien passées. Et c'est vrai que ce départ sur le chemin, ça a été la grande question, parce que moi, mon cœur me réclamait ça. J'avais vraiment en plus cet absolu besoin d'être seule. C'est bien pour ça d'ailleurs, j'avais fait le choix de la Voie d'Arles pour rencontrer le moins de monde possible. Ouais. Mais effectivement, c'était le frein majeur, en fait, c'était cette possibilité d'être en sécurité finalement à travers ce chemin. Et c'est vraiment de ça aujourd'hui que j'ai envie de témoigner, c'est justement, c'est possible quand on est une femme, et c'est surtout possible quand on est une femme, de voyager sur Saint-Jacques, en fait. C'est Saint-Jacques ou autre d'ailleurs. Oui, complètement, mais même c'est bien de préciser Saint-Jacques parce que je trouve, tu vas me donner ton point de vue parce que tu randonnes aussi beaucoup. Moi, je trouve que les gens qui randonnent sur Saint-Jacques, donc on ne peut pas forcément les appeler des randonneurs, on va les appeler des pèlerins. Ils sont tellement différents des randonneurs qu'on peut rencontrer quand on fait d'autres randos, tu vois, que ce soit n'importe où en fait, tu vois, en mode rando, il y a un état d'esprit de la personne qui est en pèlerinage, on va dire, sur Compostelle, qui est tellement éloigné du randonneur lambda, déjà, rien qu'en soi, déjà, ça change énormément de choses. Exactement. Et d'ailleurs, alors ça, c'est un fait majeur. Effectivement, le pèlerin n'est pas un randonneur. Il y a vraiment une dimension autre, mais étrangement, les gens qu'on rencontre quand on est pèlerin ont cette dimension aussi. C'est ça qui est étonnant, c'est qu'il y a vraiment une bienveillance quand on est pèlerin sur le chemin. C'est juste incroyable. Ça nous reconnecte complètement au côté humain de l'être humain. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du sacré qui nous suit quand on a cette coquille sur nous, quelles que soient nos convictions. J'ai rencontré aussi bien des croyants que des non-croyants, des musulmans, des catholiques, des sportifs, des gens complètement athées, mais malgré tout, on est rempli d'un sacré qui se véhicule autour de nous, et donc effectivement, il y a une bienveillance autour, que ce soit au milieu des pèlerins, mais également chez les gens chez qui qu'on va rencontrer dans les villages, dans les gîtes, etc. Enfin, c'est vraiment, il y a une bienveillance incroyable. Donc vraiment, on se sent de suite vraiment en sécurité. On n'est jamais seul de toute façon sur le chemin. Non, c'est incroyable. Et le mot qui me vient à l'esprit aussi, c'est même fraternité. Tu sais, il y a un sentiment de fraternité que tu retrouves pas, une fois de plus, quand tu vas randonner le week-end, ou même si tu pars une semaine en randonnée autre part, il n'y a pas cette notion-là, je trouve. Oui. Je pense que c'est ça qui est important, et je pense que ça, tu vas me rejoindre complètement là-dessus. J'ai fait de très beaux parcours, une partie du GR10, le GR20, j'ai fait le chemin de Stevenson. Saint-Jacques, c'est autre chose. C'est un autre cheminement, vraiment. Pour moi, c'est autre chose que de la randonnée, c'est un pèlerinage, c'est une connexion à la nature, au monde, c'est une connexion à soi, c'est une connexion aux autres qui est complètement à part. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, j'en ai tellement fait l'expérience à travers les gens avec qui finalement j'ai cheminé également sur le chemin de Saint-Jacques, c'est que finalement, chacun fait sa propre expérience. Et les personnes qu'on rencontre viennent pour nous. Et on peut marcher avec d'autres pèlerins qui sont à peut-être une demi-heure ou 3/4 d'heure derrière nous ou devant nous, et on ne va pas rencontrer les mêmes personnes. Donc ça aussi, c'est vraiment quelque chose qui est fort sur ce chemin, c'est qu'il n'y a aucune rencontre au hasard. Et effectivement, quand on se rencontre, il y a une fraternité qui est juste hallucinante. C'est un lien incroyable. C'est vraiment étonnant. Moi, j'entends aussi quand tu dis ça qu'il y a beaucoup, tu sais, de synchronicité sur Compostelle. Il y a plein de petits clins d'œil. C'est vraiment, il y a un côté très magique, tu sais, je trouve, quand on est sur le chemin. Et une fois de plus, ce qu'on ne retrouve pas autre part. Moi, je suis très sensible aux énergies. Je ne sais pas si c'est le cas pour toi, mais pareil, en fait, je trouve qu'il y a une énergie quand même qui est très particulière sur le chemin.
Bon, évidemment, on est quand même globalement tout le temps en pleine nature, donc déjà, il y a les bienfaits de la nature. Hein. Et au-delà de ça, il y a une énergie vraiment très spécifique. Et même quand tu dors, effectivement, dans les gîtes, dans les auberges, dans les différents lieux dans lesquels tu peux dormir, là encore, je trouve qu'il y a une énergie, je sais pas, c'est comme si, tu vois, on était connecté avec ces millions de personnes qui ont déjà pèleriné. Enfin, je sais pas, c'est... Ouais, toi aussi, tu ressens ça. Un souvenir très, très précis, ce que tu es en train de dire. On parlera des synchronicités parce que moi, ça a baigné mon chemin du début à la fin. Mais cette connexion, finalement, à ces pèlerins, je l'ai vraiment vécue au plus profond de mon âme au moment de la Meseta. C'était un moment, cette entrée sur la Meseta, donc pour expliquer aux personnes qui nous écoutent, c'est un moment du parcours du Camino Frances qui traverse une sorte de désert, en fait. Il n'y a vraiment rien. Il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de logement, il n'y a pas de commerce, il n'y a pas d'armes, il n'y a rien. Il n'y a strictement rien. Et il y a énormément de pèlerins qui redoutent d'ailleurs cette partie. Et beaucoup font le choix de prendre le bus. Il y en a qui refusent complètement de le traverser. Et moi, rétrospectivement, je vais y arriver, quand j'y suis passée, il faisait à peu près 47 degrés. C'était l'été de la canicule en 2022, donc c'était assez terrible. Et donc, je me suis finalement engagée avec envie et à la fois certaines craintes au départ sur ce chemin. Et je ne sais pas si tu te souviens, mais à l'entrée de la Meseta, il y a une sorte de plaque en pierre gravée avec des pieds dans des sandales. Et là, à ce moment-là, je me suis complètement connectée à ces milliers de pèlerins qui ont finalement traversé cette Meseta bien avant moi et depuis le Moyen-Âge. Et on ressent vraiment en permanence cette force et cette puissance finalement qui a été laissée par chacun d'entre eux et de se dire que finalement, nous aussi, on amène notre énergie à ce chemin pour les prochains. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. C'est vraiment... Ce qui est intéressant dans ton témoignage, c'est que si j'ai bien compris, toi, tu n'étais pas forcément dans ce trip-là, en fait, d'origine. C'est ça ? Oui, alors bon, moi, je vais te parler un petit peu de mon état d'esprit, de ma foi. Donc, j'ai toujours eu la foi, mais c'est quelque chose que j'ai comme caché, renié. J'avais un peu honte, en fait, d'afficher ma foi, donc je la vivais intérieurement. Je priais tous les jours, mais dès que quelqu'un me demandait si j'étais croyante, je me précipitais en disant non, moi pas du tout. Enfin, c'était vraiment quelque chose d'assez particulier. Et à la fois, il y avait ce lien très proche à Marie. C'est vraiment une énergie pour moi qui est vraiment très, très importante dans ma vie. Mais je m'en étais éloignée. Et vraiment, en fait, avec toutes les synchronicités que j'ai pu vivre avant mon départ, je me suis vraiment reconnectée à cette énergie de foi. Alors après, j'y mettrai pas d'étiquette parce que j'en ai pas envie, mais c'est vraiment une foi au plus profond de mon cœur en la vie, en la nature, en l'être humain, en soi. Et ça, c'est tellement important, on l'oublie tellement. Et surtout, cette foi en l'amour, en fait. Et que finalement, c'est ça qu'on trouve aussi sur le chemin quand on se reconnecte à lui. Donc voilà, c'est vraiment, je suis quand même partie avec ça et je n'ai été que gâtée chaque jour de mon chemin par les synchronicités qui n'ont fait que renforcer tout ça au fur et à mesure. Je trouve que c'est bien de le préciser, tu sais, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes, ce qui est logique, qui se posent la question de est-ce qu'il faut être croyant, est-ce qu'il faut être chrétien, tu vois, pour aller cheminer sur Compostelle. En tout cas, de mon point de vue, non, pas du tout. C'est ouvert à tout le monde. Et c'est intéressant aussi de parler de la foi parce que je trouve qu'elle résume bien, j'allais dire, le concept. Parce que derrière, on peut entendre une forme de spiritualité quand on parle de foi. C'est ça. Mais avoir la foi, toi, tu vois, tu as la foi à ce que tu viens de citer. Moi, j'ai la foi en une énergie, par exemple. Je crois beaucoup aussi aux bienfaits de la nature, donc je me sens vraiment très connecté avec la nature. C'est une forme de foi aussi que j'ai. Et je ne sais pas si tu le sais, mais il y a des études qui ont été menées quand même autour de ça. Ils ont suivi des personnes qui n'avaient pas la foi, qui ne croyaient pas en quelque chose, d'autres qui avaient la foi. Alors, peu importe ce que c'est, bien évidemment. Et en fait, on a réussi à mesurer que ceux qui ont la foi vivent plus longtemps en termes d'espérance de vie, en meilleure santé
et ça leur permet de cultiver une forme de positivisme et d'optimisme aussi dans la vie, qui est très différent de ceux qui, justement, qui n'ont pas la foi. Donc, on peut recommander d'avoir la foi, quoi. Totalement. Oui, et puis en fait, quand on sait voir, on ne peut qu'avoir la foi. Parce qu'on a des exemples chaque jour, on a des cadeaux chaque jour. Il faut juste avoir envie de l'observer, en fait. Et effectivement, je suis persuadée que d'avoir la foi conserve énormément, parce qu'effectivement, il y a cette idée d'énergie positive, et Dieu sait que la médecine chinoise l'a suffisamment prouvé depuis des millénaires, que voilà, une énergie saine dans le corps fait que tu es en bonne santé. Donc, tout à fait. peut-être positif. Hein. Mais effectivement, j'ai eu cette chance sur le chemin, justement, de rencontrer un tas de profils, mais tellement différents. J'ai pu marcher avec un musulman, on a échangé sur nos foi différentes, mais qui finalement étaient exactement la même. J'ai rencontré des gens qui étaient sur le chemin en mode marathon, donc c'est un marathon au quotidien, mais ça aussi, c'est avoir la foi. C'est avoir la foi en ses capacités, cette capacité de pouvoir courir 42 km chaque jour sur le chemin de Saint-Jacques. Donc, elle a toutes les formes possibles et inimaginables, en fait, cette foi. Et même des gens qui étaient très athées au départ, que j'ai vu rentrer dans certaines églises et être émus au moment où ils recevaient la bénédiction. Donc, on ne peut qu'être touché sur ce chemin. Quand on a cette nouvelle, il y a vraiment quelque chose. Très souvent, tu sais, tu n'es pas le même en fait quand tu reviens, quand tu pars. C'est dommage parce que je ne peux pas te transmettre les photos, mais je fais des conférences justement sur cette magnifique expérience que j'ai pu vivre, et j'adore faire voir ma photo de départ et ma photo d'arrivée. Ça parle tout simplement. Je ne suis pas la même personne. J'imagine que sur ta photo d'arrivée, tu es ultra lumineuse, quoi. Ah, mais complètement. Tout a changé. Mais le plus dur, c'est ça, c'est qu'après, il faut rentrer et se rendre compte à quel point on a changé. Tout à fait. C'est une bonne transition parce que justement, ça me venait à l'esprit quand on discutait, et je m'étais dit là dans le coin de ma tête, bon, peut-être qu'on en parlera à la fin, mais c'est une très bonne transition. Il faut le savoir quand même. C'est bien de se préparer quand on rentre après chez soi. Quand on part comme ça, tu sais, une semaine, par exemple, sur Compostelle, c'est déjà suffisant de se préparer parce que comme on est dans un monde, je le mets entre guillemets, un peu de bisounours, de bienveillance, d'empathie, d'amour, de solidarité, de joie, et tout, etc. C'est vrai que quand on rentre après dans nos vies respectives, ça peut piquer un petit peu. Hein. C'est ce que tu as vécu. C'est vrai. Alors, en même temps, sur 2 mois, l'avantage, c'est qu'on se charge suffisamment de bonnes énergies pour véhiculer ça pendant un petit moment. Ça aide, mais c'est choquant. C'est choquant, en fait, de revenir à une vie dont on est complètement extérieur. C'est ça qui est vraiment étrange. Et ça, il faut vraiment s'y préparer parce que... à la fois, c'est le cadeau du chemin aussi, hein, cette transformation. Mais c'est vrai qu'il faut être prêt à ce retour, à une certaine forme de réalité. Je n'ai pas envie de dire que la réalité, c'est dans ce monde-là et que là-bas, c'est le monde des bisounours. Je dirais même que la vraie réalité de la vie, elle est là-bas. Et que finalement, c'est plutôt ce qu'on en fait après de ce côté-ci, qui n'est peut-être pas vraiment la réalité des choses, mais c'est ainsi. Et il faut vraiment s'y préparer et puis y retourner régulièrement. Faire des petits shoots. C'est ça, c'est primordial, vraiment. Ah, puis après, au-delà de ça, de manière aussi très pragmatique, hein, donc là on parle de Compostelle, mais la marche en elle-même, rien ne serait-ce que d'aller marcher, en fait, tout simplement déjà en soi, ça fait beaucoup de bien pour essayer d'enlever un petit peu justement ce côté un peu néfaste, c'est qu'on peut avoir dans notre vie. Ça aide beaucoup. Et moi, je recommande, quand c'est possible, de marcher aussi pieds nus, tu sais, dans la terre, pour libérer encore plus. C'est ça, tout à fait. Ça permet de s'ancrer vraiment complètement. Ça permet aussi d'offrir à la terre, à la nature, finalement, ce qu'on a envie d'éliminer et de récupérer du positif. Et c'est vrai que cette marche en conscience,
on l'a tous vécu au moins une fois dans sa vie. On part avec une préoccupation, une problématique et on revient, mais on n'a que des solutions en fait. C'est vraiment la magie de ce mouvement de la marche qui amène à ça. Et effectivement, quand on prend vraiment conscience aussi de ces échanges d'énergie qui peuvent se produire, c'est super bénéfique. C'est la meilleure des thérapies en fait. Mais c'est clair. Puis encore plus, j'ai envie de dire, dans nos sociétés qui nous ont vraiment sédentarisés, où globalement, quand même, on est assis quasiment tout le temps, de remettre du mouvement. Oui, tout à fait. Et puis, complètement de toutes les bonnes énergies qu'il peut y avoir autour de nous, à travers les arbres, enfin, à travers toute la nature. C'est primordial. On a besoin de ça pour vivre. On n'est pas fait pour être enfermé dans du béton toute la journée. C'est clair, c'est clair. Puis, enfin, on est des nomades d'origine. Quand tu remontes dans l'histoire, on a toujours été dans le mouvement, en réalité. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je voulais profiter de ça pour, justement, tu disais tout à l'heure, finalement, que ce chemin avait quand même quelque chose de spécial, une énergie particulière. Et quand j'ai créé cette conférence, j'ai fait pas mal de recherches et en fait, on retrouve des traces de pèlerinage bien avant le christianisme, en fait, bien avant le Moyen-Âge. On a retrouvé un temple, l'Ora Solis, qui est au niveau de Finistère, donc qui prouve que déjà les peuples anciens voyageaient déjà sur ce chemin et faisaient déjà des rituels. Donc, ça prouve qu'il y avait quand même quelque chose de l'ordre de l'énergie qui était très particulier sur ce chemin de Saint-Jacques. C'est énorme, c'est énorme. Moi, j'ai appris il n'y a pas longtemps ici, petite anecdote. Donc moi, tu sais, j'habite Montpellier, la plage Jean Jaurès, et j'ai appris à travers des recherches que en 1800 et quelques, il y avait une église ici, donc là où je me trouve, qui accueillait les pèlerins de Compostelle justement. D'accord. Et tu te souviens du nom de cette église ou pas? Je vais la retrouver, non, j'ai pas le nom en tête, mais c'est très simple. Si tu fais des recherches sur le web, je t'enverrai le lien. En fait, il y a un site internet qui a été créé autour de ça. Et donc c'était l'église la plus connue de l'époque de Montpellier. Et ils accueillaient des pèlerins de Compostelle. Et j'ai trouvé ça énorme de me dire, mais tu sais, des fois, tu as des petits signes, on parlait des synchronicités, des signes de la vie. Moi qui suis connecté à cette énergie, enfin, voilà, je trouvais ça rigolo. Maintenant, c'est d'ailleurs un jeu. En fait, partout où je vais, même quand c'est vraiment pas volontaire, mais partout où je voyage, j'ai constamment des petits signes. Même là, l'été dernier, j'étais dans les Dolomites. J'arrive dans une petite ville juste à côté de la frontière autrichienne. Et là, j'arrive dans la boutique et il y avait une grande statue en bois de Saint-Roch avec la coquille Saint-Jacques. Je me dis, mais c'est juste incroyable. C'est vraiment partout, c'est en permanence. Et c'est vrai que ces synchronicités, enfin, je pourrais en raconter. J'ai 51 jours de synchronicité et même avant le départ d'ailleurs. Mais c'est juste incroyable. Vas-y, donne-nous quelques exemples. Alors, la plus forte déjà, alors celle-ci, je vais essayer de vous la raconter sans pleurer, mais c'est pas toujours évident. C'était déjà sur le départ, parce que quand je suis partie sur le chemin, je savais pas du tout à quelle date j'allais partir, étant donné que il fallait que je m'occupe de la paperasse, il y avait le départ de cette société, les rendez-vous, la mise en location de mon appartement, enfin, mais j'avais besoin de me projeter sur une date. Donc, je prends mon calendrier, donc j'étais licenciée début mai, j'ouvre mon calendrier et je vois le jeudi de l'Ascension. Donc, je me dis, dis donc, magnifique, c'est une belle date pour partir, je trouvais le symbole vraiment, vraiment superbe. Donc, je me dis, si je peux, je partirai le jeudi de l'Ascension. Et je reçois en fait les convocations, etc. que j'avais. Je regarde la date et je vois donc le lundi 23 mai. Donc je me dis, tiens, je vais ressortir mon calendrier, je vais regarder si ça correspond avec le jeudi de l'Ascension. Et je m'aperçois que le jeudi de l'Ascension est le jeudi suivant, le 23 mai. Et à ce moment-là, je fais attention à la date. Et donc c'était le 26 mai. Et cette date, pour moi, c'est une date très importante, parce que c'est la date de naissance de ma marraine, qui était ma maman. J'étais vraiment très, très proche d'elle. Elle a énormément compté pour moi. Et elle a mis fin à ses jours quand elle avait 48 ans. Elle avait 25 à l'époque. Et en fait, quand elle est partie, quand elle est décédée, je me suis adressée au ciel en disant, mais mon Dieu, comment ça va être ma vie le jour où je l'aurai plus devant moi, en fait, où j'aurai vécu
la vie qu'elle a vécue, mais qu'après, je n'aurais plus de référence après 48 ans. Et figure-toi que je suis partie le 26 mai, le jour de son anniversaire, l'année de mes 48 ans. Donc, c'était déjà une des premières synchronicités. C'est un bon symbole, c'est sûr. Hein. C'était ça. Après, il y a une autre très belle histoire aussi qui était juste incroyable. Quasiment au début, en fait, de la marche, tu dois connaître ça. En général, quand on marche sur Saint-Jacques, on aime poser une intention quand on part marcher. Et ce matin-là, justement, je m'adresse à Marie, je m'adresse au ciel et je demande en fait à ce qu'enfin ma foi devienne indestructible. Je me disais que je voulais plus faire comme j'avais toujours fait dans ma vie, la renier, la cacher, en avoir honte. Et vraiment, ce matin-là, je demande à Marie de tout mon cœur, fais en sorte que ma foi devienne indestructible. Et je pars et je commence ma marche. Et ce matin-là, je traversais la forêt de l'Espinouse, que tu dois bien connaître aussi. Ouais. Et puis, à un moment donné de ma marche, je fais la rencontre d'une petite bête magnifique qui s'appelle la salamandre. Et je me retrouve nez à nez avec une salamandre extraordinaire, très grosse, vraiment magnifique. Et elle m'interpelle parce qu'elle, finalement, elle reste présente malgré ma présence auprès d'elle. J'arrive à la prendre en photo et je me dis, mais elle a quelque chose à me dire. Si elle est si présente, il y a vraiment quelque chose. Donc, je me dis, tiens, ce soir, quand je rentrerai à l'auberge, je regarderai sur le net le symbole de la salamandre. Et quand je suis arrivée le soir et que j'ai regardé le symbole, la première phrase qui est apparue quand j'ai tapé le symbole de la salamandre, c'est le symbole de la foi indestructible. C'est énorme. C'était la réponse directe. Et ça a été un jour d'anecdotes et de synchronicité. J'adore. C'est vrai que c'est tellement souvent comme ça, quoi. Mais je l'ai beaucoup vécu aussi avec les rencontres, tu sais, où comme de par hasard, une personne que tu rencontres sur Compostelle connaît quelqu'un que tu connais, voire même parfois c'est vraiment des personnes très très proches. Enfin, c'est vrai qu'il y a un côté très très magique. Tu sais, il y a d'autres questions, tu sais, qu'on se pose, c'est notamment le côté physique. De marcher comme ça tous les jours, parce que tout le monde n'a pas l'habitude de marcher tous les jours, je sais pas, on peut dire entre 15, 20, 25 km par jour avec un sac à dos. Toi, tu disais que tu randonnais déjà quand même un petit peu avant de partir, si j'ai bien compris, donc tu étais un peu habitué à randonner. Est-ce que tu peux donner des recommandations par rapport à ça? Alors, c'est vrai que moi, j'avais la chance d'être très sportive, donc voilà, j'avais un entraînement qui était probant, et donc, mais finalement, tout le monde peut faire le chemin. J'ai vu des gens même âgés, de plus de 80 ans, faire le chemin. Je pense que c'est quand même important, malgré tout, de commencer à marcher, de commencer à se mettre en mouvement avant de décider de partir. Je dirais surtout, ça me paraît important sur la partie française. Autant en Espagne, si on a envie de marcher que 5 km, il y a à peu près des auberges tous les 5 km, donc bon, ça va, on peut vraiment réduire. En France, c'est un peu plus aléatoire, donc il faut être en capacité de marcher 15 à 20 km par jour. Donc ça me paraît quand même important de déjà s'entraîner un petit peu avant de partir, et de ne pas hésiter vraiment à faire appel aussi à des professionnels qui peuvent justement conseiller, guider, entraîner pour commencer le chemin. Mais après, il ne faut pas oublier aussi que ce n'est pas un chemin de randonnée lambda, c'est un chemin de pèlerinage, donc il se veut quand même pratique dans son accessibilité. Il y a toujours des solutions, donc on traverse des villages, on traverse des villes, donc s'il y a la moindre difficulté, ne serait-ce que dans les gîtes, souvent on peut même être transporté s'il faut dans la ville suivante, donc pas de panique, quoi. Il y a toujours des solutions sur le chemin, donc voilà, il faut quand même se mettre en minimum dans un climat de sécurité, donc de s'entraîner un peu avant, mais il n'y a pas non plus besoin d'un entraînement un an à l'avance pour parvenir à cheminer sur Saint-Jacques, hein. Mais surtout et je pense que ça c'est primordial, et à chaque instant de la vie, c'est être à l'écoute de soi, à l'écoute de ses limites, pas trop se challenger. J'ai un groupe qui s'adresse aux filles sur le chemin de Saint-Jacques, et parfois je vois
des commentaires de personnes qui partent et qui ont déjà réservé tout leur gîte à l'avance. Et bah ça, typiquement, ça peut mettre une pression folle parce qu'on s'est dit qu'on a tout réservé. Donc, si jamais on veut faire moins, c'est juste pas possible parce qu'on va être décalé. Donc, vraiment, lâchez prise, sécurisez-vous et puis soyez à l'écoute de ce qui est possible pour vous à ce moment-là. Et on peut s'arrêter sur Saint-Jacques et on peut faire une pause. Enfin, voilà, il faut juste être pleinement à l'écoute de soi. Oui, sachant qu'en plus, il y a des périodes quand même un peu clés sur Saint-Jacques. En fonction de si on a envie d'être plus ou moins seul, en tout cas de croiser du monde ou pas. Il y a des pics quand même où il y a de plus en plus de randonneurs ou de pèlerins sur Compostelle. On sait qu'au mois de mai, alors tu me dis si je me trompe, mais au mois de mai, c'est là où il y a quand même beaucoup de personnes qui pèlerinent. Mois de juin aussi, juillet, août, c'est quand même beaucoup plus calme. Septembre, c'est aussi calme, d'après ce que j'ai compris. Et après, octobre, c'est... Ça explosé un peu sur septembre, un peu plus. Oui. Et puis, pareil, il y a aussi des voies différentes. Autant la voie du Puy est une voie très fréquentée, c'est la plus connue. En général, quand on parle du chemin de Saint-Jacques, pour tout le monde, c'est la voie du Puy. Moi, perso, j'ai fait le choix de la voie d'Arles, qui traverse Montpellier, justement, qui est beaucoup moins fréquentée. Donc, c'est ça aussi, c'est que finalement... tout le monde peut trouver en fait ce qu'il recherche sur le chemin de Saint-Jacques. Donc, si on a envie de voir du monde, si on a envie de se sentir sécurisé à marcher en groupe, il y a des voies ou, comme tu disais, des saisons qui sont propices à ça. Et quand on a plus un besoin de solitude, de se retrouver, il y a les voies adaptées, il y a les périodes aussi plus adaptées. Et toujours effectivement aussi se méfier des températures, ça c'est quand même important. J'en ai fait les frais en 2022. Je ne voulais pas de pluie, j'ai été gâtée. J'ai eu 2 mois de canicule. Wow. Ah oui, d'accord. Okay. Donc, c'était assez inquiétant à l'époque parce qu'on recevait des messages, des alertes en permanence sur les téléphones. Il y avait vraiment, il y a des gens qui se sont mis en danger sur le chemin. Donc ça aussi, voilà, il faut rester cohérent aussi, même si beau chemin et qu'on a de belles protections au-dessus de nos têtes, mais il y a quand même toujours un minimum de sécurité à prendre, donc toujours de l'eau, toujours de quoi se protéger la tête. Il y a toujours un minimum de précautions à prendre quand même. Oui, puis effectivement, éviter peut-être de partir les moments où c'est la canicule. C'est ça, ou alors de faire comme j'ai finalement fait, donc partir à 4h du matin. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est magique. D'ailleurs, oui, en parlant de ça et de chaleur, il y a quand même aussi, on en parlait un petit peu en off, il y a des faux préjugés, j'ai envie de dire, par rapport à juillet-août, où les gens pensent que justement, c'est là où il y a le plus de monde sur le chemin de Compostelle. Et en fait, non, justement, c'est là où il y a le moins de monde, juillet-août. C'est ça. C'est bon à savoir. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a déjà un premier état de fait, c'est que les personnes qui désirent vraiment partir en pèlerinage, souvent ils sont motivés de pouvoir arriver à Santiago pour la fête de la Saint-Jacques qui est fin juillet, le 21 juillet. Donc c'est vrai que souvent les gens partent en fait en conséquence de cette date, donc quasiment après sur juillet, entre la chaleur et le décalage en fait, et le mois d'août, il y a très très peu de personnes sur le chemin de Saint-Jacques. Donc ça permet d'avoir un bon climat et beaucoup moins de monde. Donc c'est ça. Moi j'adore. Et puis effectivement, on part pas à 4h du mat, on part un petit peu plus tard, mais on part plutôt le matin justement pour profiter de la fraîcheur du matin. Ouais. Et c'est tellement agréable. Moi j'adore. Moi j'adore le matin particulièrement. Je trouve qu'il y a cette fraîcheur du matin quand tu pars, elle est assez exceptionnelle. Et puis cette transition, moi c'est quelque chose qui m'a profondément marqué de partir à la nuit et de vivre chaque jour cette merveille de renaissance. En fait, chaque jour, c'est le jour qui renaît. Tu passes des bruits de la nuit aux petits bruits du jour. Tu vois ces strates de couleurs monter. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est vraiment... C'est pas toi, mais moi, c'est vraiment dans ces moments-là. Alors, quand je dis dans ces moments, c'est quand je suis en pleine nature que je me sens le plus vivant, en fait. Tu vois, que je me sens... Vraiment connecté au vivant. Voilà. Et vraiment, c'est cette connexion, effectivement, je te rejoins complètement. On parle souvent dans la spiritualité de cette unicité, de ce tout. Et c'est vraiment une des grandes expériences qu'on peut faire quand on se met en contact avec la nature, c'est de sentir à quel point
On est l'arbre, on est la feuille, on est le jour qui se lève, on est le brin d'herbe, et il y a plus de limite entre nous et le reste, en fait. On est pleinement la nature, on est pleinement un élément de la vie, et ça, c'est une grâce merveilleuse à ressentir, hein. C'est vraiment quelque chose de... Je crois que tu es un peu d'ailleurs en état de gratitude naturelle, tu sais, pour ceux qui pratiqueraient pas la gratitude. Je crois qu'il y a cette gratitude en fait qui vient très naturellement plus tu avances, et puis tu prends conscience en réalité de tout ça, de la beauté tout simplement déjà de tout ce qui nous entoure. Vraiment, enfin, j'ai pu l'expérimenter chaque jour sur le chemin, c'est que tout ira bien. C'est vraiment cette phrase, moi, qui m'est restée, c'est tout ira bien. Et que vraiment, si à un moment dans la journée, dans notre vie, on traverse un problème, c'est qu'il y a automatiquement la solution derrière. Sans quoi le problème n'existe pas, si la solution n'est pas là. Et que du moment qu'on lâche prise et qu'on accepte ce qui est, eh bien la solution arrive. Et c'est des cadeaux, et on s'en faisait un jeu sur le chemin. Clairement, c'était devenu un jeu. Et je me souviens qu'à chaque fois qu'on avait besoin de quelque chose, simplement, on disait, la phrase, c'était demande au chemin et tu vas le recevoir. Et j'ai un souvenir extraordinaire avec deux de mes amis pèlerins, mes frères pèlerins, j'ai envie de dire, sur la route espagnole. Un jour où il faisait très très chaud, on était déjà en Galice et il faisait une chaleur accablante. Donc ce qui nous avait motivés toute la journée, c'était de rêver de manger des sorbets. Donc, on s'était fait la journée avec nos sorbets en imaginant les goûts, les couleurs, les textures, la fraîcheur. On avait vécu le sorbet complètement. Et on arrive presque à la fin de notre périple et on arrive dans un petit village. On voit une maison isolée avec une fontaine. Donc, nous voilà partis en courant vers la fontaine pour s'arroser. On avait l'impression d'être des enfants de 5 ans. Il y avait vraiment une pureté dans notre groupe, c'était juste incroyable. Et on était en train de s'arroser à la fontaine et d'un coup, on entend une voix qui nous interpelle venant de la maison qui était derrière nous. Et là, on se retourne et une dame arrive avec une multitude de Mr Freeze. Elle est venue nous ouvrir. Et là, on s'est dit, c'est incroyable. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment, voilà, ça permet d'avoir vraiment foi à nouveau en la vie et de se dire que tout ira bien. Il faut simplement... Voilà, prise, quoi. Alors, à préciser d'ailleurs que ce phénomène marche même en dehors de Compostelle, que ce n'est pas que sur Compostelle, quand même, c'est bon à savoir, parce que j'ai un exemple qui me vient à l'esprit. Avec mon ex-compagne, on a fait Stevenson l'été dernier, et donc pour rigoler, tu sais, en marchant, c'était une période où on aimait bien les tortillas, on était à fond sur les tortillas, et en fait, on n'en trouvait pas sur le chemin. Et donc, on déconnait un peu avec ça, mais en même temps, on avait envie d'une tortilla, tu vois. Donc, on se disait très souvent, là, ce serait trop bien qu'il y ait une tortilla un soir quand on arrive. Puis, à un moment donné, on se pose pour pique-niquer dans un tout petit village où il y a genre 4-5 maisons. Et là, en fait, il y a une dame qui passe juste devant nous avec une tortilla. Bon, ceci dit, on l'a pas goûté parce qu'apparemment, c'était juste ce qu'il fallait pour les invités qu'elle avait. Mais ça nous a bien fait rigoler, tu vois. On s'est dit, ça marche quand même. Exactement, mais c'est ça, et en fait, c'est juste de comprendre que quand on demande avec son cœur, on obtient, en fait. Quand on a vraiment besoin de quelque chose, la vie est bien faite et elle nous l'amène, en fait. Exactement. Et la seule chose qui peut empêcher, c'est nos peurs. Tout à fait. Parce que la vie n'aime pas le vide. Donc, si on enlève les peurs, forcément, les solutions arrivent et le cadeau arrive. Si on laisse la place aux peurs, il n'y a pas la place pour la solution. Ben non, c'est clair. Il y a aussi, tu sais, beaucoup de gens qui se posent la question du sac à dos. Parce que c'est vraiment un géométrie variable. D'ailleurs, parfois, quand tu arrives dans des lieux, dans des auberges, tu peux même peser ton sac. Moi, je voyage avec un sac qui fait 5 kilos. Je sais pas mal. Ah oui, je sais, ouais. C'est très léger. Est-ce que tu as des conseils à donner par rapport au sac à dos? Oui, tout à fait. Donc, le mien faisait 6 kilos avec l'eau. Ah ouais, super. Pour 2 mois, c'est pas mal aussi. J'étais bien conseillée. Alors, j'adore dire cette phrase, mais elle est tellement vraie. Le poids de notre sac, c'est le poids de nos peurs. Bien sûr. Voilà. Donc, les au cas où, oui. En tout cas sur Compostelle, ça ne sert à rien du tout. Parce qu'au cas où, il y a plein de magasins, en fait, tout le long. Donc, on peut toujours trouver ce qu'on a besoin. Donc, c'est vraiment de là aussi lâcher ses peurs complètement.
Donc effectivement, en plus on a la chance maintenant d'avoir des sacs super légers déjà de par leur structure, donc pas hésiter à investir dans un bon sac pour qu'il soit ergonomique et déjà léger à vide. Et donc, moi, personnellement, je mets une liste préalable à destination des pèlerins sur ma page Facebook et sur mon groupe de filles. Donc après, à adapter aussi suivant la saison. Mais finalement, en fait, on a besoin de très peu de choses. Et c'est ça aussi la liberté du chemin, c'est qu'on s'aperçoit qu'avec 3 t-shirts, 2 shorts, un pantalon et quelques dessous, on est les plus heureux du monde, en fait. C'est ça. C'est juste ce qu'on a besoin, en fait. Ouais. C'est vraiment ça aussi. Et c'est ça aussi, je pense, qui crée la transformation aussi sur le chemin. C'est de s'apercevoir qu'on est heureux avec rien. Et qu'au contraire, c'est une contrainte en moins, en fait, on ne le porte pas. On n'a pas à se demander ce qu'on va porter le lendemain. C'est juste automatique. On sort directement du sac. Ça, c'est magique. En plus, on a la possibilité de laver son linge tous les jours sur place. Donc vraiment, enfin, c'est de minimiser au maximum. Alors, il y a des choses qui restent essentielles et elles sont différentes pour chacun. Moi, je n'ai pas pu m'empêcher de partir avec un rasoir parce que je voulais bien ne pas être maquillée, avoir les cheveux ébouriffés, mais pas de poils aux jambes. Voilà, on a chacun en fait notre petit blocage personnel. Mais voilà, c'est vraiment aussi de lâcher prise à ce niveau-là complètement et d'oser se mettre à nu en fait. C'est un peu le Ulysse aussi, c'est vraiment cette idée de lâcher le persona, et c'est ce qui fait aussi les belles rencontres avec des gens peut-être qu'on n'aurait pas rencontrés de l'autre côté. C'est parce que là, il n'y a plus d'identité propre par rapport aux vêtements, par rapport à tout ça. On est tous des pèlerins, on est tous en short et en t-shirt. On sent tous très mauvais le soir en arrivant. Non, moi, ça va, je sens bon. C'est ça. Mais c'est aussi ce qui fait cette liberté et cette fraternité qu'on retrouve, c'est que finalement, on élimine en fait tout ce qui est apparence. Donc ça, Oui, tout à fait. Et puis d'ailleurs, je trouve aussi qu'il y a beaucoup de préjugés parce qu'il y a un certain nombre de femmes qui, quand moi je leur dis, pareil, tu sais, je leur donne une liste du matériel qu'il faut prendre. Donc je leur explique que mon sac il fait 5 kilos. Je leur dis, c'est une recommandation. Après, vous faites ce que vous voulez, bien évidemment. Et souvent, les femmes me disent, ouais, mais tu sais, pour les femmes, c'est pas pareil. Nous, on a plus de choses. Et je trouve que, tu vois, c'est un bon exemple. Oui. Alors, on peut effectivement se dire qu'on a plus de choses et puis très vite, on s'aperçoit que d'avoir le démêlant, le shampoing, ça ne sert à rien en fait. Il y a des shampoings secs qui sont très pratiques. Puis, je pense que tout ça, en fait, ça se forge à travers l'expérience. Effectivement, quand on se porte 10 kilos tous les jours sur des kilomètres, au bout d'un moment, on se dit que finalement, le maquillage n'est peut-être pas essentiel. Enfin, donc, on apprend aussi dans la douleur, finalement, parfois. Mais en même temps, il y a des choses qui sont importantes, et tout ce qui va être sécurité, trousse de secours, voilà, il y a quand même des choses au minima à prendre. Mais après, c'est vraiment de se rassurer là aussi. Si au pire, on a oublié un pull, on a besoin finalement d'un sac de couchage, il y a plein de moyens. Et pareil dans l'autre sens, si on a trop rempli le sac et que finalement on se dit non, tout ça, ça va pas être possible, il y a la malle postale, il y a la poste, on peut tout renvoyer au domicile. Donc voilà, on a le droit aussi à l'erreur en partant sur le chemin. Donc il y a toujours cette possibilité. Mais effectivement, plus on s'allège et plus le voyage est agréable. Ça, mais tellement, c'est ce que je dis aussi. Ouais. Et c'est ce qu'on se disait un petit peu au début quand on a commencé. L'idée de beaucoup de personnes en termes de préjugés avant de partir, c'est de se dire j'ai peur d'être seul. J'ai peur de la solitude notamment, ce qui est aussi un mot de notre société malgré tout. Mais voilà, le fait d'être seul, alors peut-être en termes de danger ou autre, mais moi j'y vois plutôt le fait d'être seul, tu sais, d'être confronté en fait à la solitude, à ses pensées, etc. Comment toi tu l'as vécu et quelles recommandations tu pourrais donner aux personnes qui aimeraient peut-être franchir le pas? Alors, donc, moi, je suis partie dans l'inverse total. J'avais besoin d'être seule. Donc, j'ai même été terriblement
J'ai mon frère du chemin auquel je pense énormément à chaque fois que je parle de ça, parce qu'il en a fait les frais. C'est vraiment quelqu'un que j'ai gardé en ami et que je garderai à vie, qui a payé de mon envie d'être seule, parce que vraiment, voilà, j'avais ce besoin de marcher seule, d'être seule toute la journée. Autant retrouver du monde dans les gîtes, il n'y avait pas de souci, mais alors j'avais besoin de marcher seule. Mais finalement, on n'est jamais seul sur le chemin. Il y a les autres pèlerins, il y a des gens qu'on rencontre. En plus, comme je disais au départ, quoi, on est un peu comme des petits bouddhas sur le chemin et les gens viennent nous voir et les gens sont admiratifs. Donc vraiment, il y a une multitude de possibilités. Par exemple, comme avec moi personnellement, on peut décider de faire appel à des professionnels, c'est ce que je propose aujourd'hui, et de pouvoir partir avec quelqu'un, ça peut rassurer aussi. Donc moi, ce que je propose, c'est justement d'être présente sur les trois premiers jours ou la première semaine, suivant les personnes, pour justement rassurer, avoir une présence bienveillante, quelqu'un qui nous aide à préparer le chemin, qui nous explique comment réserver. Donc ça, c'est une possibilité. Ensuite, il y a énormément de groupes qui se créent sur les réseaux. Moi, j'en ai créé un privé qui s'adresse qu'aux femmes, donc elles peuvent vraiment avoir cette idée de sécurité aussi, de partir contre elles, de se sentir en sécurité. Et on peut aussi oser partir et oser en fait laisser le chemin faire. Et sincèrement, on n'est jamais seul. Et même parfois, quand on part en plein hiver et qu'on pense qu'on va l'être, on a la surprise de découvrir qu'il y a d'autres pèlerins à ce moment-là. Donc vraiment, il faut se rassurer. On a cette solitude. Et puis, même parfois, quand l'être humain n'est pas là avec nous, on ne se sent pas seul sur le chemin. Exactement, ouais, c'est vrai. C'est un peu comme beaucoup de choses, je trouve, dans la vie. Il faut vivre l'expérience pour s'en rendre compte. Tu vois, on peut en parler comme ça pendant des heures et des heures, mais tant que tu ne vis pas l'expérience, c'est moins assimilable, j'ai envie de dire, quoi. Tu peux comprendre intellectuellement, mais il faut le ressentir, quoi. Il faut marcher, quoi. Il faut être sur le chemin. Et puis, en plus, je pense que tu vas me rejoindre aussi là-dessus, c'est que finalement, c'est une expérience qui est infinie. Personne vivra le même chemin, en fait. C'est clair. Vraiment quelque chose qui est propre à chacun. Je sais que moi, je me suis régalée à lire les livres sur le chemin après le voyage, en fait. Avant, ça ne sert à rien d'intellectualiser les choses, en fait. Il faut juste vivre son chemin. Il y a des gens dans toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, aucun n'a fait le même chemin, aucun n'a vécu la même expérience. Il y en a pour qui ça n'a pas été drôle du tout. Hein. Ça peut ne pas être drôle du tout, le chemin. C'est vraiment quelque chose de personnel, donc c'est vraiment de lâcher prise, de partir, et puis, mais en tout cas, tout ira bien. Oui, puis pour aller dans ton sens, tu pourrais même refaire 3, 4 fois, 5 fois le même tronçon, tu vois, d'année en année, ou je sais pas, 2, 3, 4 ans. À chaque fois, ça sera complètement différent. Là, j'en ai l'exemple. Moi, j'ai l'habitude d'accompagner en fait les femmes que j'accompagne. Je les accompagne quasiment toujours sur le même tronçon. Et souvent, elles me disent « Mais tu dois en avoir ras-le-bol de faire toujours le même. » Mais c'est jamais pareil. Mais non, c'est impossible. L'expérience est différente à chaque fois. Notre énergie change à chaque fois. La lumière est différente. La saison est différente. Les gens avec qui on marche sont différents. Donc, c'est ce qui est passionnant, c'est que c'est toujours différent. L'analogie, c'est un peu comme un livre que tu aurais apprécié, que tu lis par exemple là en ce moment. Voilà, tu l'as terminé, puis tu vas le relire, je sais pas, 2 ans ou 3 ans après, tu auras une autre grille de lecture. C'est ça, on change. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, on a un regard différent à chaque fois. Et c'est ça qui est magique, c'est vraiment ce regard nouveau qu'on peut porter sur les choses. Il y a aussi des personnes qui se posent la question de l'alimentation. Tu sais, on a de plus en plus de personnes qui ont des intolérances. Il y a de plus en plus aussi de végétariens, de végétaliens, allergiques, je sais pas, au gluten, au lactose et tout, etc. Et il y en a un certain nombre qui se mettent un peu des freins aussi par rapport à ça en se disant « Ouais, non, ça va être trop compliqué ». Moi, de mon expérience, en tout cas, je vois que les hébergements sont très habitués à tout ça. Il suffit juste de les prévenir. Tout à fait. Oui, vraiment, dans les auberges, de plus en plus, les gens s'adaptent complètement aux alimentations différentes. En plus, comme on le disait, on traverse quand même beaucoup de villes, donc il y a toujours la possibilité de trouver des commerces. Donc pareil, c'est aussi au niveau budget, on n'est pas obligé de se faire des restaurants tous les jours.
On peut acheter sa tambouille, se faire sa petite bouffe adaptée, il y a aucun souci. Et il y a vraiment quelque chose, moi, qui m'avait marqué par rapport à ça, c'est que justement, mon papa du chemin, celui qui m'a apporté vraiment le savoir avant de partir, avait un grave diabète. Et donc, au départ, il était très inquiet de partir sur le chemin avec ce diabète. Il s'est dit: ah là, je risque gros quand même. Et il a mangé tout ce qu'il voulait sur le chemin. Il n'a jamais eu le moindre problème de santé. Ça ne m'étonne pas. Donc voilà, ça aussi, c'est aussi de se rassurer. Il y a beaucoup de choses qui changent sur le chemin, donc des choses. On est très intolérant. Moi, je suis très intolérante au gluten. J'ai jamais mangé autant de mauvais pain en Espagne. Je n'ai jamais eu le moindre problème. Donc, c'est clair. Effectivement, il y a le chemin, mais moi, je suis aussi très convaincu de manière un peu plus pragmatique de la marche en elle-même. Mais totalement. Qui participe beaucoup. Il y a aussi cette question de confort, tu sais. Souvent aussi, quand on part comme ça un peu à l'aventure, quelque part, pour certains, c'est l'aventure d'aller marcher sur Compostelle. On sort de notre zone de confort, donc du coup, on n'est plus dans notre lit. Et donc, c'est une autre expérience à ce niveau-là. Qu'est-ce que tu as à dire autour de tout ça? Moi, justement, c'était un de mes freins un peu en partant. Donc, je me suis dit, oula, ça va être compliqué. Moi, j'ai un passif avec... J'étais capable de tout javeliser quand j'arrivais dans un super hôtel. Donc, c'était un peu l'aventure à ce niveau-là. Et en fin de compte, quand vous avez marché toute une journée, des kilomètres et des kilomètres, vous pourriez dormir sur une plage avec des clous, ce serait parfait. Et vraiment, relativement, moi, j'ai trouvé qu'on avait vraiment un super confort dans les auberges. Et finalement, c'est vrai que le corps il a tellement besoin de repos qu'on n'a pas de difficulté à trouver le sommeil. Après, effectivement, les boules caisses, c'est quelque chose peut être utile. Le masque aussi, parce qu'effectivement, il n'y a pas de rideau aux fenêtres. Donc, pour les gens qui sont un peu sensibles, c'est quand même les petits accessoires qui font la différence. Mais en général, quand on a marché 7 heures dans une journée, on n'a qu'une envie, c'est de dormir à point fermé le soir et il n'y a pas besoin d'un grand confort pour ça. Mais de toute façon, globalement, on est très bien accueillis. On a vraiment de lits de qualité. C'est assez rare quand même d'arriver dans des endroits déplorables. Il y a vraiment un vrai respect du pèlerin, que ce soit en France ou en Espagne. Et je suis même surpris systématiquement de la qualité de ce qu'on nous donne à manger. C'est vraiment très, très bon. C'est fou. Et je trouve, je ne sais pas si tu as fait cette même expérience, mais les donativos, donc c'est vraiment les lieux où on donne ce qu'on veut, c'est là où on reçoit le plus. C'est extraordinaire. Vraiment, il y a certaines adresses comme ça qui me reviennent, à l'Odève par exemple, chez Jérémy, qui vous cuisine des plats, mais juste incroyable le soir, à Arès aussi en Espagne, c'était extraordinaire, quoi. C'est vraiment pareil, dans une autre ville espagnole, Manolo, qui vous fait une paella extraordinaire, et vous donnez ce que vous voulez. Si vous voulez donner que 5 € pour la nuit et le repas, vous donnez que 5 €, c'est comme on peut en fait, et une générosité, donc là aussi, vraiment ça reconnecte au vrai sens humain, la vraie générosité, et c'est fabuleux. Tout à fait, ouais. Et puis l'ambiance, j'adore l'ambiance en fait qu'il y a dans les gîtes, parce que on a marché toute la journée, on va dire en moyenne quand même 20 km, donc on arrive aussi dans un état, tu vois, on est content quand même d'être arrivé. Je sais pas, moi je trouve qu'il y a une ambiance qui est toujours dans le même état d'esprit, chaleureux, bienveillant, etc. Et parfois même, je trouve que ça fait un peu ambiance colo. Je sais pas si ça fait ça aussi. Complètement. Et moi, ce que j'ai aimé, d'ailleurs après j'ai refait d'autres chemins, dont le chemin portugais. Et c'était extraordinaire parce que le soir, finalement, dans les auberges, c'est vraiment le moment où on crée le lien et où chacun va donner quelque chose de ce qu'il est. Et j'ai le souvenir, justement, au Portugal, où moi, j'ai pour habitude de faire, en fait, des salutations au soleil le soir pour m'étirer. Donc, j'avais proposé aux gens qui étaient avec moi dans cette auberge ce soir-là de les faire avec moi. Donc, on s'était tous mis dans le jardin, on se faisait les étirements. Et un autre monsieur était présent et lui, en fait, appartenait à une sorte de cirque du soleil, mais dans les pays de l'Est. Et il nous a, en fait, créé une chanson. Il nous a offert ce moment.
c'est des moments mais inoubliables. C'est vraiment, voilà, chacun en fait amène ce qu'il est et l'offre aux autres. Donc c'est vraiment, oui, le côté, une fraternité qui est extraordinaire. J'ai des souvenirs aussi en Espagne où on était des gens, il y avait des Coréens, il y avait des Japonais, il y avait des Irlandais, et chacun a cuisiné à la mode de son pays en fait. Et on s'est offert tout ça. Enfin, non, c'est vraiment des expériences extraordinaires. Et d'ailleurs, souvent, moi, j'avais un peu entendu cette légende sur le chemin où les 100 derniers kilomètres étaient quelque chose d'affreux, qu'il y avait trop de monde. Plein de gens me disaient, oh, mais il y a plein de gens qui n'ont pas le sens du chemin, tu verras, c'est affreux, il y a du bruit, etc. Et moi, pour moi, ça a été une fête. C'était cette liesse, ces gens tellement différents qui arrivaient en grappe comme ça vers ce même lieu commun, vers Santiago. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est vraiment, c'est une énergie comme ça qui monte et qui est magnifique, C'est sûr, tu pourrais prendre 100 personnes différentes, tu sais, qui sont en train de vivre la même expérience. Chacun le vivrait d'une manière très différente. Oui. Et puis ce que tu penses au départ et ce que tu attends au départ se transforme tellement. Moi qui avais toujours voulu être seule, c'était vraiment mon but, c'était de me retrouver, c'était d'être dans la solitude, et j'ai fini avec 7 personnes autour de moi, des hommes notamment, alors que je suis partie très en colère contre les hommes. Et c'est pour moi les plus belles personnes que j'ai jamais connues dans ma vie. C'est vraiment, donc c'est ça aussi, c'est que nous aussi on se transforme tout au long du chemin. Tout à fait, ouais. J'ai envie de dire, ce qu'il faut retenir, tu sais, de notre échange là, enfin il y a plein de choses, mais là ce qui me vient à l'esprit, c'est que c'est quand même, t'es dans une bulle, tu sais, quand tu pars sur Saint-Jacques. C'est vraiment une bulle de bien-être, une bulle qui te fait du bien à tous les niveaux, en fait, au niveau de ta santé mentale, ta santé physique. Ça redonne foi en l'humanité. Enfin, et donc du coup, je crois que c'est un peu comme un médicament, tu vois, même si je suis pas du tout fan des médicaments, mais c'est ce qui me vient à l'esprit. On pourrait recommander de faire au moins ça une fois par an, parce que ça fait du bien, en fait, tout simplement. C'est ça. Et voilà, et puis que ce soit sur le chemin de Saint-Jacques, mais peu importe, en fait, ça peut être n'importe où. Mais c'est vraiment cette idée de prendre ce temps, en fait, de ralentir et de se mettre en mouvement. Et la marche, pour ça, oui, pour moi, c'est le meilleur médicament, en fait. On est bien d'accord. Et même quand on habite dans des grandes villes, parce que moi, j'ai habité à Paris pendant 34 ans, et je faisais déjà ça. Donc moi, par exemple, je prenais pas les transports en commun, je faisais que de la marche, ou après, j'ai pris... l'équivalent là-bas, c'est les Vélib, tu sais, les vélos qui appartiennent à la ville. Mais voilà, s'il fallait faire 1h30 de marche pour aller à une destination dans laquelle je voulais, j'y allais à pied. Parce que je sentais bien que ça me faisait énormément de bien, quoi. C'est ça. Le fait de se mettre en mouvement, peu importe le lieu dans lequel on est. Et puis, c'est de s'apercevoir que même en ville, même en plein Paris, il y a des choses magnifiques à voir, des rencontres incroyables à vivre. Et puis, Saint-Jacques commence aussi à Paris. Donc, on peut marcher sur le chemin de Saint-Jacques à Paris, il n'y a pas de souci, c'est un beau chemin. Et le quai de Seine, c'est extraordinaire à faire. C'est clair. Ça passe vite, Albine. Pour les personnes qui aimeraient vivre Compostelle avec toi, comment on fait ? Alors, donc on peut me contacter via les réseaux ou via mon site internet donc, qui s'appelle La Voie du Chemin, donc c'est La Voie VOIX. Je serai aussi présente pour les Montpelliérains à la Gazette Café le 17 juin à 20h. Donc là, je serais ravie de rencontrer les gens en vrai, parce que pour moi, c'est le meilleur des liens et c'est la meilleure des communications, c'est la vraie rencontre. Mais on peut retrouver toutes les informations via ma page Facebook, La Voie du Chemin, et le site internet également. Ça marche. Ça, c'est dommage. Je serais bienvenu te voir. C'est à 5 minutes de chez moi, la Gazette Café. Mais moi, je serais sur Compostelle en train d'accompagner un groupe à cette date. Ah mince. Bon, il y en aura d'autres. Oui, il y en aura d'autres, c'est clair. Merci beaucoup, Albine, pour ce moment. C'était très chouette. Merci à toi. Merci. Passe une belle journée. Une bonne journée à tous. Et à très bientôt. Peut-être au Solagou, du coup. Oui, très certainement. À très bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Au revoir. Et voilà, les amis, c'était Albine. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Ouais, Compostelle, c'est vraiment quelque chose qui est assez exceptionnel. Je vous invite vraiment un jour, si vous pouvez, de vivre l'expérience, de partir seul ou en groupe, peu importe. Vous l'avez compris, Albine et moi, on accompagne chacun
des groupes sur Compostelle. Moi, je crois qu'il me reste des places, oui, pour le mois d'août et le mois d'octobre. Si vous voulez venir, je bloque les groupes à 12 personnes. C'est très simple. Je crois que j'ai dû mettre les liens dans les commentaires. Oui, j'ai publié un lien. Sinon, si vous le voyez pas, vous allez sur le site c'estquoilebonheur.fr. Donc, c'estquoilebonheur.fr, comme ça se prononce. Et vous allez voir, il y a une rubrique événements avec tous les séjours sur Compostelle. Voilà, si ça vous intéresse, il reste de la place. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous rappelle d'ailleurs le 2e congrès, c'est quoi le bonheur pour vous, parce que ça me fait penser à ces bulles de bien-être qui nous font du bien. 2e congrès, c'est quoi le bonheur pour vous, le 12 et le 13 juillet au Palais des Congrès à Arcachon. On va être 700 personnes sur place pendant 2 jours. Ça fait du bien de se retrouver avec des gens qui sont comme nous, qui partagent les mêmes valeurs. C'est un peu comme Compostelle, en fait, de rencontrer toutes ces personnes qui viennent des 4 coins de la France et qui partagent le même goût de la vie et cette envie de tendre de plus en plus vers une meilleure version de soi-même, comme on dit. Ça fait beaucoup de bien. Je vais vous montrer cette petite vidéo qu'on a réalisée justement pour le premier congrès, c'est quoi le bonheur pour vous, qui avait lieu en 2023. Et si vous voulez prendre vos places, vous tapez congrès, c'est quoi le bonheur pour vous dans un moteur de recherche et vous tomberez sur le site. Je crois qu'il reste 150 places de disponibles. Je vous souhaite une belle journée, encore un bon lundi de Pâques. Profitez bien du chocolat et à très vite. Ciao, ciao. Tout d'un coup, on rentre dans une salle où il y a beaucoup d'enthousiasme, où c'est joyeux. Je pense qu'on a tendance à se défendre de nos peurs plutôt que les accepter, leur faire de la place et les affronter. Parce qu'on a une vie trop sédentaire. Donc on est tous sur des rails, on nous dit voilà, c'est tout droit. Il faut que des gens osent faire des pas de côté. Le bonheur pour moi, c'est l'alignement. On grandit dans un environnement qui nous apprend à être d'une certaine manière pour pouvoir être aimé. Généralement, on met un masque pour correspondre à notre environnement immédiat. On va essayer de comprendre ce qui se cache derrière ce cœur et comment dans votre quotidien vous pouvez vivre plus pleinement avec un cœur plus éveillé. Comment on peut influencer sa santé, sa vitalité et son amour. Qui sommes-nous? C'est pas évident de répondre à cette question. Je crois que le bonheur, il va au-delà de soi. Si on veut s'inscrire dans cette vie avec le plus d'épanouissement possible, ce qu'il nous faut, c'est l'amour. Comment vous vous sentez, Arcachon? Je pense que le bonheur, il est juste là. Tout reprend du sens. C'est juste ça. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience C'est quoi le bonheur pour vous et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi, je vous invite vivement à lire mon livre C'est quoi le bonheur pour vous, que vous trouverez dans toutes les librairies. Jouez et amusez-vous avec le jeu de cartes entre amis, avec des inconnus, dans le monde de l'entreprise, à l'école. Regardez le film C'est quoi le bonheur pour vous et surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.